Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans cette vidéo Q&A où je vais répondre à 3 questions des viewers. La première question va être basée plus sur la gestion des clés privées et clés publiques et comment est-ce que les adresses sont créées et un peu mieux comprendre ce système de chemin de dérivation, pourquoi est-ce qu'on a une master private key et plein d'adresses, etc. Deuxième question, on va parler des nœuds et des mineurs et en fait la question de pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas la taille des nœuds aujourd'hui alors que finalement les machines ont évolué. Donc une petite rétrospect par rapport à la guerre des blocs et où est-ce qu'on en est niveau taille des blocs de Bitcoin. Et troisième question par rapport aux frais des machines ATM pour avoir du Bitcoin non KYC. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Question numéro 1 de Daniel sur Facebook. Et oui, nous avons également un Facebook, même si je ne suis pas dessus, c'est Rachel qui gère. Si vous voulez être sur Facebook, suivez-nous sur Facebook. Bonjour, une adresse Bitcoin égale une clé privée et une clé publique, si j'ai bien compris exactement. Une adresse, finalement, c'est une autre façon de voir la clé publique. C'est comme si on la redérivait. Du coup, forcément, clé publique égale clé privée. Donc, tu as forcément à chaque fois une clé privée qui donne une clé publique, qui donne une adresse. Il existe différents types d'adresses Bitcoin, en effet, c'est vrai. Est-ce que cela influe sur la forme de la clé privée? Non. En fait, la clé privée est créée grâce à de l'entropie et elle est créée d'une façon très spécifique. Et il faut considérer qu'en fait, dans ton portefeuille, ce qui se passe, c'est que tu as une master private key, donc une clé privée maître qui est tout en haut. Et cette clé privée va créer plein d'autres clés privées qui vont être dérivées. Et toutes ces clés privées vont donner du coup des clés publiques qui vont donner des adresses. Donc finalement, quand on a des adresses différentes, quand on a des chemins de dérivation différentes, c'est simplement parce que entre notre grande clé privée tout en haut, qui est finalement la liste des 24 mots, si je simplifie, il y a différents paramètres qui sont mis pour atteindre en bas l'adresse. Et ce qui se passe quand on change nos adresses de BC1 à 3 à autre chose, quand on change les scripts, quand on change les chemins de dérivation, c'est qu'on change ces petites variables entre deux. Donc il faut vraiment voir le graphe à côté de moi qui a été écrit par Ludovic Lars pour Cryptost, qui est un excellent article qui récap tout, comme tout en haut, votre grande clé privée, plein de paramètres. Et si tu twistes ces paramètres, tu vas avoir différentes adresses, différents chemins de dérivation. Mais tout est toujours relié et peut toujours être recréé par la master private key. Donc ça veut dire que celui qui a les 24 mots peut vraiment toujours tout récupérer parce que tout vient de la racine. Par contre, si tu es en bas, tu ne pourras jamais remonter. C'est le principe des hashes, c'est ce qu'on a déjà vu dans plusieurs cours sur la chaîne. Donc voilà, ça n'influence pas, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, mais voilà, c'est de en haut tu vas vers en bas, pas de en bas tu vas vers en haut. Certains wallets, dont Massilium, indiquent créer une nouvelle adresse à chaque transaction. Cela signifie donc de nombreuses clés privées uniques connues par le portefeuille. Désolé, mais je ne comprends rien, j'ai l'impression d'avoir des infos contradictoires de partout. C'est complètement normal, Bitcoin c'est compliqué et donc tu as raison. Un portefeuille bien fait, comme je l'ai déjà expliqué dans un autre Q&A, va créer une nouvelle adresse pour chaque transaction. Et en fait, c'est simplement que ça va créer littéralement, ça va prendre une nouvelle clé privée pour une nouvelle clé publique, pour une nouvelle adresse à chaque transaction. Et c'est pas gênant parce qu'en fait, on va simplement toujours aller piocher depuis la master private key. Donc, c'est à peu près l'idée. Et donc, de la grande clé privée générale, on peut dériver autant d'adresses qu'on veut. Donc, on peut en avoir des milliers, des centaines de milliers, presque un nombre infini, entre des guillemets, parce qu'évidemment, infini n'existe pas, mais c'est l'idée. Et donc oui, tu auras une adresse à chaque fois, ce qui n'est absolument pas gênant. Et pour que tu comprennes un petit peu mieux le principe, toi, tu as ta clé privée maître 24 mots que tu gardes précieusement, et par contre, tu peux très bien avoir du coup un Xpub, un Zpub, un Ypub. Et en fait, par exemple, un Xpub, ça va être un petit peu, on va dire, ta master public key. Et du coup, avec cette master public key, tu peux créer un portefeuille qui s'appelle un portefeuille Watch Only. Donc c'est un portefeuille où tu peux seulement regarder et créer des nouvelles adresses. Mais tu ne pourras jamais signer une transaction. Donc c'est un petit peu comme si sur ton Blue Wallet ou sur ton Sparrow, tu mets finalement quand tu le crées portefeuille importé, portefeuille Watch Only, tu mets cette Xpub, ta master public key. Du coup, tu vas voir ton solde, tu vas pouvoir générer des nouvelles adresses, mais jamais signer. Voilà, et donc c'est normal que de ce logiciel d'un coup que tu as,
tu vas créer toutes les adresses que tu veux, tu vas les envoyer à tes clients, tu vas facturer tes clients, ils vont payer, sauf que toi, ce sera un portefeuille uniquement pour regarder. Pour pouvoir signer, il te faut la clé privée associée à chacune de ces adresses. Et en fait, toutes ces clés privées, ils sont reliés à la même clé privée qui est tes 24 mots. Et du coup, dans notre cas, qui n'est pas sur le portefeuille Watch Only. C'est vraiment un portefeuille pour regarder. C'est ce que tu pourrais donner à un comptable. Après, le comptable, il voit 100% de ta finance. Mais en même temps, c'est un comptable. Voilà, j'espère Daniel que c'est un petit peu plus clair et si tu as d'autres questions, surtout n'hésite pas, je t'invite à du coup regarder le lien dans la description où Cryptost et donc avec Ludovic Lars ont fait un excellent article qui détaille tout. Les illustrations que vous avez vues pendant la vidéo viennent de là-bas, sauf les miennes, mais vous connaissez un petit peu ma patte graphique. Question numéro 2 de Rémi187, cette fois-ci sur Discord je pense. Quelle est la raison de ne pas augmenter la taille des blocs si cela correspond à ce que peut gérer, stocker une machine moyenne de nos jours? Car le désaccord entre les Pro Bitcoin Core et les Pro Bitcoin Cash, c'était déjà il y a 5 ans. Les machines informatiques ont évolué depuis, n'est-ce pas? Excellente question. Alors, on ne l'a pas augmenté pour plusieurs raisons. Donc, je pense que toi, tu les connais, mais pour les viewers, c'est parce qu'en fait, si on augmente la taille des blocs, potentiellement ça va être beaucoup plus lourd notre blockchain et donc ça va prendre plus de temps et ça va être plus compliqué de synchroniser les nœuds Bitcoin et que tout le monde puisse avoir un nœud indépendamment. Donc là aujourd'hui où Bitcoin c'est 300 gigas, donc ça tourne sur un nœud comme ça que vous connaissez les disques durs classiques, Ethereum on est déjà à 12 Tera. Là on ne parle pas d'Ethereum, on parle de Bitcoin Cash. Il faudrait que je regarde exactement c'est quoi la taille de Bitcoin Cash, mais par exemple Bitcoin SV qui est une autre fork de Bitcoin qui lui dit on met des tailles de blocs presque illimitées, c'est pas compliqué, il n'y a plus que 6 nœuds sur l'ensemble du réseau. Bon, en plus le projet est nul, donc les gens ne font pas tourner des nœuds. Mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment très compliqué et ça devient presque impossible, comme faire tourner un nœud Ethereum, c'est très 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 compliqué et du coup finalement les gens ne le font pas. Là où Rémi pose une question, c'est aujourd'hui finalement avec la loi MacCap, moi je pense, enfin la loi de l'augmentation de la puissance des machines tous les 2 ans d'un certain pourcentage, on pourrait imaginer augmenter les blocs progressivement pour qu'ils suivent la technologie. On ne le fait pas pour plusieurs raisons, ou les arguments du moins sont les suivants. Premièrement, c'est pas garanti que cette loi de l'optimisation des composants électroniques continue à travers le temps. C'est-à-dire que pour le moment, on l'a eu, on voit un ralentissement et c'est possible qu'on ait atteint certaines limites physiques et que ça soit de plus en plus dur finalement de toujours optimiser, réduire les processeurs, etc. C'est peut-être pas le cas, c'est peut-être le cas, mais en fait, on veut même pas prendre le risque. Deuxièmement, l'appareil moyen, c'est pour nous, Européens, personnes qui peuvent se permettre de changer régulièrement. Ce qui est important, c'est est-ce que tu peux toujours faire tourner Bitcoin sur une vieille machine et combien de temps ça va prendre et est-ce que c'est possible pour quelqu'un en Afrique, quelqu'un en Asie, quelqu'un en dictature qui n'a pas accès à du nouveau matériel. Demain, on a une vraie pénurie de composants et quand je parle d'une vraie, c'est en mode en plus de ce qu'on a aujourd'hui, imaginez, on arrête de produire parce qu'il n'y a plus d'eau pour alimenter les machines en Chine. On va se retrouver d'un coup avec peut-être 5 ans, 10 ans de stoppage complet. C'est apocalyptique ce que je dis, mais il faut imaginer le scénario où on va devoir rester avec nos machines. Si entre-temps, on a codé Bitcoin pour que ça évolue et que le marché ne suit pas, on va avoir un problème. C'est un autre point à prendre en compte. Un autre point intéressant, c'est se dire pourquoi augmenter quand il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les blocs sont vides. Alors, on prend notre mempool.com, les blocs sont majoritairement vides. Donc, on est même sur une question aujourd'hui de se dire, doit-on pas réduire la taille des blocs ou faire des blocs qui sont malléables en fonction de la demande? Donc, augmenter, ce n'est pas forcément nécessaire à l'heure actuelle. Peut-être que ça le sera demain. Mais en fait, là, notre problème, c'est plus comment est-ce qu'on va pallier le manque de Bitcoin créé pour les mineurs. Donc, le bloc substitue, donc le halving va faire qu'on donne 2 fois moins de récompenses aux mineurs demain. Donc, ça veut dire qu'il faut compenser autrement. Alors, peut-être que le prix de Bitcoin va monter à l'infini et ils seront compensés. Très bien. Mais si jamais ce n'est pas le cas, il faut que les frais soient capables de compenser le travail des mineurs. Aujourd'hui, clairement, on paye quasiment rien pour mettre dans le Bitcoin. Donc, augmenter la taille, ça fait qu'on va encore moins payer parce que finalement, il y aura encore plus d'espace. Donc, les mineurs vont être encore moins récompensés. Ce qui est peut-être un problème. Ça voudrait dire qu'il faudra mettre d'autres choses sur Bitcoin, qu'il faudra repenser le business model,
ça paraît vachement chaotique. La discussion, elle est plus sur devrait-on baisser la taille des blocs pour créer un marché compétitif pour inscrire dans Bitcoin. Voilà, je te le mets si jamais tu n'étais pas au courant, c'est un peu ça le débat. On a eu un entonnoir là-dessus. Par rapport à ta question spécifiquement, on pourrait imaginer plus tard rechanger tout. Après, c'est embêtant de changer la taille des blocs parce que c'est vraiment à la fondation du protocole. Clairement, vous le savez, on aime bien créer au-dessus de Bitcoin. Récemment, on a eu un entonnoir sur Taro qui est sorti. Donc Taro, ça va permettre, un petit peu comme RGB, de mettre des actifs sur Bitcoin et sur Lightning. C'est assez passionnant. Ça veut dire qu'on crée au-dessus. On ne crée plus sur Bitcoin. On arrête de modifier le code. Aller vouloir remodifier encore les blocs, c'est un peu chaotique et tout le monde est en mode on va le prendre avec des pincettes et si on peut éviter, évitons de faire ça. Et d'ailleurs, même baisser la taille des blocs ou créer des blocs malléables qui vont s'adapter à la demande, même ça, c'est des discussions un peu si jamais on n'arrive pas à compenser grâce à ce qu'on a actuellement, on va devoir bouger. Mais on n'a pas envie de bouger. C'est des discussions pour dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais c'est un peu ça. Et voilà, et les machines ont évolué. Certes, les machines ont évolué, mais pas pour tout le monde. Et c'est bien finalement que ça n'ait pas évolué. Aujourd'hui, voilà, si ta machine a évolué, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que Bitcoin va pouvoir être mis sur plus de machines. Dans le sens où, au lieu d'avoir un Raspberry Pi spécifique, tu vas peut-être pouvoir utiliser un vieil ordinateur, parce que ce sera toujours d'actualité. Tu vas pouvoir utiliser peut-être demain une montre pour avoir ton nœud Bitcoin. Tu vas pouvoir utiliser ton ordi portable boulot en plus de tout ce que tu fais, parce que finalement, Bitcoin il sera tellement léger, tellement accessible comparé à la machine que toi tu as, que tu pourras le faire tourner. Donc au final, le garder petit, ça va permettre qu'on passe plus facilement de les mailles du filet, que ça reste plus décentralisé. Et si la technologie évolue, tant mieux, on aura plus de nœuds Bitcoin partout. On aura des nœuds un peu plus légers peut-être, on aura différents types de nœuds, mais qui vont pouvoir se mettre sur plein de machines. Du moins, c'est mon point de vue, sachant que vous savez, parmi les membres de l'entonnoir, je suis le moins technique. Donc, n'hésitez pas à regarder les commentaires. Peut-être que John Unchained vous fera une réponse un peu plus complète par rapport à ça. En tout cas, j'espère que ça te donne des pistes de réflexion pour ta question. Merci beaucoup, elle est très intéressante. Mais clairement, je ne pense pas qu'on augmentera les blocs. Je pense que ça ne sert à rien aujourd'hui. Je vois vraiment pas l'intérêt quand en fait on peut tout optimiser via Taproot, on peut tout optimiser via Lightning, on peut créer du batching, on peut réussir à faire d'autres solutions, mettre les informations directement sur Bitcoin et donc augmenter la taille des blocs, c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour scale pour 7 milliards de personnes. C'était le débat il y a 5 ans, je pense que c'est le même débat aujourd'hui, pour faire simple. En tout cas, merci pour ta question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Dernière question qui nous vient de Discord également. Quelqu'un que je pense devrait rester anonyme par rapport à sa question. La question c'est salut Roxy, j'ai fait un premier achat via un ATM et j'ai l'impression de m'être fait avoir. J'ai mis une quantité d'argent, on va mettre des quantités au pif pour la question, 200 € via un ATM. Je n'ai reçu que par exemple 150. J'ai vérifié via Coinbase et en effet, j'aurais dû recevoir, faux chiffre, de 200 000 Satoshi et j'ai reçu que 150 000 Satoshi par rapport au taux de change. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la différence des 50 000, 100 000 Satoshi par rapport à ce que j'ai mis, ce que j'aurais dû recevoir quand je prends le taux de change du marché? En fait, il faut comprendre que les ATM, tout comme les autres solutions d'achat de Bitcoin non KYC, ont un premium important. Quand je dis un premium important, ça veut dire que le taux de change n'est pas le taux de change réel. Et en plus de ça, il y a beaucoup de frais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils opèrent sur un marché moins liquide, ils opèrent sur un marché avec peut-être un décalage et ils opèrent sur un marché qui est finalement moins régulé. Donc passer par BISC, il y a un premium, passer par les ATM, il y a un premium. Là où tu auras moins de premium, c'est quand tu fais vraiment de l'achat entre nous. Voilà. Pourquoi un premium? Outre ce que j'ai déjà dit, c'est également que théoriquement, sans donner d'avis juridique, tu es anonyme. Forcément, si des gens vont rester anonymes, ils peuvent anticiper d'autres optimisations plus tard. À vos risques et périls, sachant que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas KYC que ce n'est pas de l'argent qu'il faut déclarer au moment de la vente. Voilà, donc même si c'est anonyme. Outre ça, par rapport aux ATM,
je sais que tu m'as répondu, mais je le dis pour les viewers parce que c'est vachement important. Tu as téléphoné à la ligne et c'est super. Il s'avère que l'ATM que tu as utilisé, et alors il faut comprendre ici que tous les ATM Bitcoin sont différents dans le sens où c'est des sociétés différentes qui les opèrent. Et du coup, ils vont avoir des politiques d'utilisation différentes. Le tien, il y avait 10 € de frais fixes. Donc voilà, si vous faites des petits montants, le pourcentage peut être immense. Si vous faites des plus gros montants, le pourcentage baisse naturellement. Et 20% de frais. Voilà, 20% de frais d'utilisation. Plus, encore une fois, des fois c'est intégré dans les frais ou pas, le taux de change qui peut varier de plusieurs centaines d'euros. Imaginons, voilà, vous achetez aujourd'hui à 42 000 prix du marché, l'ATM, il va peut-être vous proposer un 43 000, 44 000. Rajoutez à ça 10 € de frais fixes, pour ton cas. Rajoutez à ça 15, 12 ou 20% de frais. Voilà, toi, tu es arrivé par exemple à 36% de frais. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de se dire 36% de frais par rapport à toi, alors que tu as payé une flat tax de 30%. Ça veut dire que tu payes finalement en plus de tout un premium de 6% pour ta vie privée. C'est des calculs que vous devez faire, vous devez vous renseigner, vous devez tester, regarder, peut-être passer par des plus gros montants pour finalement baisser ce coût de barrière à l'entrée du 10 €. C'est à vous de voir, vous êtes grand, je ne donne aucun conseil par rapport à quel fournisseur utiliser, quelle machine utiliser, quel montant mettre, voilà. Sachant que par contre, ça j'ai le droit de le dire, les ATM vont avoir un système de KYC différent du système traditionnel. Et donc considérez qu'en dessous de 500 €, généralement, vous avez besoin de mettre quasiment aucune information, sauf répondre à la question « Êtes-vous une personne politiquement… en politique ?» Et je pense qu'il y a une question en mode « Êtes-vous un terroriste ?» Des fois, ils posent cette question, donc vous répondez non, sauf si vous êtes un terroriste. Dans ce cas, vous devez répondre oui. Et après, au-dessus de 500 € jusqu'à 1000 €, vous devez mettre un numéro de téléphone. Et au-dessus de 1000 € et maximum 1500 €, vous devez mettre une adresse mail en plus. Voilà, ça c'est ce que je me souviens. Et autre chose importante, si jamais vous êtes un de nos amis suisses, les Suisses ont un système d'ATM différent, dans le sens où vous, les Suisses, de ce que j'ai compris, parce que vous m'avez expliqué dans les commentaires, vous allez recevoir en fait une clé privée avec l'argent dessus. Et après, c'est à vous de déplacer l'argent de ce portefeuille qu'on vous a fourni via l'ATM vers un autre portefeuille qui vous appartient un petit peu mieux, on va dire. Donc je vous invite à le faire, ce transfert. Pour nos compatriotes pas suisses et pas français parce qu'on n'en a pas en France, vous par contre, vous mettez une adresse dans la machine ATM. Donc ça veut dire que vous allez scanner votre téléphone, votre appareil photo directement à l'ATM. Et quand vous scannez ça va vous dire on enverra l'adresse à cette adresse. Vous êtes d'accord? Oui. Et donc c'est votre portefeuille qui va recevoir l'argent après un petit délai. Voilà, c'est pas instantané parce que en fait vous mettez votre cash et il va falloir qu'il y ait des confirmations sur la chaîne. Donc vous pouvez littéralement partir. Vous prenez en photo peut-être les informations de contact du ATM au cas où il y a un problème. Vous prenez bien votre ticket de votre reçu. Vous pouvez partir et 40 minutes après, 1 heure après, vous allez peut-être recevoir l'argent. Sachant que les ATM, encore une fois, désolé, dernière parenthèse, sont rechargés en Bitcoin. Donc c'est possible que quand vous allez dans votre ATM local, il n'ait plus de Bitcoin. Parce que finalement, il a déjà été vidé. Et dans ce cas, il faut attendre qu'il soit rechargé par la société qui est en charge de l'ATM. Du moins, c'était le cas il y a quelques années. Voilà, j'espère que la parenthèse ATM vous sert et vous donne un peu plus de pistes de réflexion pour vous entraîner et comprendre comment ça fonctionne. Encore une fois, Coin ATM Radar pour trouver le vôtre. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo Q&A, 3 questions des viewers. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Moi, je ne fais pas par contre, je vais les faire un peu moins souvent, vous le savez, et je vais les batcher. Comme ça, c'est un peu plus intéressant pour tout le monde. Je vous dis au revoir, merci au Patreon de rendre ce projet possible, merci de liker, partager, vous le savez, c'est comme ça qu'on aide le projet. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire via le Patreon des 1 €. Sinon, achetez notre marchandise, voici les pulls. Celui-ci est enfin à ma taille, j'avais utilisé un pull pas à ma taille pour d'autres vidéos. On vend des blocs-notes ou des blasons, des nœuds, des seed signers, des figurines, bref, un petit peu tout. Vous connaissez le deal.
Je vous fais des bisous, je suis Roxy, salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!